Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. On va donc à présent vous donner tous les meilleurs conseils nutritionnels qu'il faut connaître lors d'une grossesse, mois par mois, pour ne prendre que les bons kilos, pour que tout se déroule bien. Bonjour Magali Valkovic. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et l'autrice du livre Le guide alimentaire de la future maman, paru aux éditions Thierry Soucard. Alors bien manger Magali durant la grossesse, c'est important pour la mère et pour le bébé, ça on le sait. On le sait, on va dire, dans les grandes lignes, en fait. Parce que si on s'y attarde un petit peu, si à l'inverse, on mange n'importe quoi pendant 9 mois, finalement, ça va être quoi les principaux dangers pour nous et pour le fœtus et le bébé à venir ? Alors, pour nous, les principaux dangers vont être au niveau du déroulement de la grossesse, qui pourra être beaucoup plus compliqué, où il pourra y avoir une prise de poids beaucoup plus importante, et puis ensuite tout ce qui en découle aussi, du diabète gestationnel, un risque de prééclampsie qui peut avoir des conséquences très très graves. Accouchement prématuré. Des problèmes, une éclampsie, des problèmes rénaux, des problèmes au niveau du foie. Là, on parle des cas vraiment extrêmes, mais bon, on doit penser à ça. Oui, c'est pas que la prise trop de kilos, oui, c'est un bébé qui est gros aussi ou pas forcément ? Ça peut être aussi un bébé qui est gros, mais il faut savoir aussi que pour le bébé, le fait de mal manger peut avoir des répercussions assez importantes. On sait que ce que la maman mange va avoir des répercussions sur le développement des organes et sur le développement des fonctions biologiques du bébé. Alors ça ne veut pas dire que si on mange que du fast-food, on ne va pas avoir de bébé à la fin, le bébé sera là. Mais il faut penser que cette alimentation-là qu'on aura eue pendant 9 mois va influencer sa santé à court terme, mais aussi sa santé à l'âge adulte. On sait maintenant, et c'est ce qui est fascinant, et c'est ce qui incite vraiment à s'alimenter mieux pendant la grossesse, c'est que ce qu'on va manger en étant enceinte va vraiment avoir une répercussion sur la santé à l'âge adulte. Alors l'enjeu d'une bonne alimentation durant la grossesse, vous l'avez dit, c'est notamment maîtriser son poids, mais pas que. Vous avez parlé du diabète gestationnel. C'est quoi exactement ce diabète ? Alors le diabète gestationnel, c'est un diabète qui se développe pendant la grossesse. C'est un diabète qui fonctionne un petit peu comme le diabète de type 2. En fait, ce qui se passe au cours de la grossesse, c'est que peu à peu, il y a une insulinorésistance fonctionnelle qui se crée. C'est-à-dire que l'insuline, c'est l'hormone qui aide à gérer la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et donc, si vous voulez, cette insulinorésistance fonctionnelle, elle vient du fait que le corps fait en sorte de rendre disponible le glucose pour le fœtus. Et donc, engendre cette résistance, le corps se met à sécréter beaucoup plus d'insuline pour qu'il y ait du glucose disponible pour la maman. Dans le cas du diabète gestationnel, en fait, cette production accrue d'insuline n'a pas lieu. Et le taux de glycémie explose, ce qui peut avoir des conséquences absolument néfastes. Très important, effectivement, de prendre en charge ce problème pendant la grossesse. Et pour le bébé, pour les deux. Une bonne alimentation, dans votre livre, vous expliquez que ça se prépare même un peu avant la grossesse. Oui. Vous dites que pour la conception, il y a des aliments, il y a des règles à suivre, et notamment, vous livrez votre potion magique à vous, c'est le maca péruvien. De quoi s'agit-il ? Alors, le maca péruvien, en fait, c'est une racine qui pousse uniquement sur la cordillère des Andes. C'est une racine, en fait, qui est beaucoup étudiée pour ses vertus à la fois sur la qualité des spermatozoïdes, sur la régulation des hormones de la reproduction. C'est aussi réputé comme étant le ginseng péruvien, comme étant un aphrodisiaque, donc condition sine qua non aussi pour avoir un bébé. Et donc en fait j'ai mis cette plante-là en avant parce qu'elle peut aider potentiellement les personnes qui sont en désir d'enfant et qui ont du mal à avoir un enfant. Ça coûte rien d'essayer, en tout cas. Voilà, ça coûte rien d'essayer. Alors attention, il y a des études qui sont faites, il y a des études qui se contredisent, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur les modèles animaux. Donc c'est un aliment qui pourrait booster la fertilité. Qui pourrait booster, qui attire l'attention, mais voilà. Bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres choses à manger. Alors justement, si on n'a pas sous la main une plante péruvienne, qu'est-ce que vous nous conseillez pour booster notre fertilité, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs ?
Alors, déjà, une consommation d'antioxydants. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça a été mis à jour par des études scientifiques qui ont été faites à la fois sur des modèles animaux, à la fois sur l'humain. Donc, on sait qu'il y a certains aliments qui précis, ce sont certains antioxydants précis qui vont vraiment booster. Lesquels Alors, notamment pour l'homme, il y a l'apport de bêta-carotène qui va booster, qu'on va trouver dans les carottes par exemple. Il y a l'apport de lycopène qu'on va trouver dans la tomate très très cuite. Alors très très cuite parce que la tomate crue n'en contient quasiment pas. Et pour les femmes Pour les femmes, on va retrouver les mêmes aliments. On va retrouver aussi le calcium qui va jouer un rôle clé. Donc les aliments pourvoyeurs de calcium, on pense souvent aux produits laitiers, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a l'eau calcique, il y a les oléagineux qui contiennent du calcium. Il y a également les légumes. Les oméga 3 aussi jouent un rôle clé. Magali Valkovic, on va continuer cet entretien dans très peu de temps, ne bougez pas. On va détailler un petit peu votre programme nutritionnel, ce que vous proposez dans l'assiette mois par mois aux femmes enceintes pour se régaler. Comment éviter également les fringales, les crampes, les nausées. On vous fait la bonne prescription dans quelques minutes sur Europe 1. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30, c'est votre émission Bien-être tous les matins. Et aujourd'hui, nous sommes plus précisément dans l'assiette des futures mamans. Alors pour nous guider, c'est Magali Valkovic qui est toujours avec nous. Elle est diététicienne et nutritionniste et l'autrice du livre Le guide alimentaire de la future maman, paru chez Thierry Soucard. Alors si jamais on est déjà en surpoids ou même carrément atteint d'obésité, quand on tombe enceinte, vous conseillez d'adopter tout de suite, assez vite, un régime low carb, low L-O-W-carb C-A-R-B. Expliquez-nous ce que c'est précisément. Alors en fait, un régime low carb, donc comme vous l'avez dit, c'est pour les personnes qui tombent enceintes et qui sont déjà en surpoids, où il y a un surpoids, où il va falloir limiter la prise de poids durant la grossesse, parce que la prise de poids, comme on l'a dit au départ, peut avoir différentes répercussions négatives. Et donc pour limiter la perte de poids, la prise de poids, pardon. L'idée, c'est pas de les mettre au régime draconien, mais de ne pas en prendre trop. Quoi. C'est quoi low carb ? Alors low carb, ça veut dire pauvre en glucides, pauvre en sucre, pauvre dans tous les sucres qu'on peut trouver dans les aliments. Donc, c'est-à-dire sans féculents, qui vont être tout ce qui est féculent en fait, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est produit à base de céréales, les pâtes, le riz, etc. Tout ça finit. Les fruits aussi Les fruits, alors tout dépend de comment on va cadrer le régime low carb, tout dépend de l'excès de poids. Dans certains cas, on va carrément les enlever, dans d'autres cas, on va les limiter à un fruit par jour et si possible, à choisir parmi les moins sucrés. Donc j'imagine que les gâteaux, tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est triste pour ces femmes, cette grossesse sans aucun sucre quand même. On doit être en manque à un moment donné. Alors non, en manque pas physiologique en tout cas, en manque psychologique peut-être, mais là aussi on y travaille. Ensuite, il s'agit aussi de réorienter son plaisir alimentaire. On peut manger sans sucre, sans glucides, tout en ayant une alimentation très très savoureuse. Et le bébé, il n'a pas besoin de sucre un petit peu quand même pour bien grandir? Alors, parce qu'on dit que le sucre, c'est l'énergie de notre cerveau aussi. Non, donc c'est pauvre en sucre, c'est pas sans sucre. Donc déjà, là, il y a une grosse différence. Et ensuite, le bébé, pour le cerveau notamment, le gras est beaucoup plus important que le sucre. Donc ça sera des régimes où il y aura, une façon de s'alimenter où il y aura du gras évidemment. Oui, où il y aura beaucoup de gras même. Il y aura du plaisir, ça permet pas mal de techniques culinaires et de véhiculer les saveurs. Alors dès le premier mois, vous dites qu'il faut arrêter de boire du thé et du café, le tabac et l'alcool. Franchement, je comprends, mais pourquoi le café et le thé c'est dangereux? Alors il y a des excitants dans la théine, la caféine, et plusieurs études en fait ont montré que en prenant ce type d'excitant, ça passe la barrière placentaire et ça peut avoir un impact à différents niveaux pour le bébé. Au départ, il peut avoir un petit poids de naissance, mais ensuite peut être plus sensible à l'obésité. Il y a une étude de l'INSERM qui tend à montrer qu'il peut y avoir un problème au niveau du développement du cerveau, donc c'est pas rien. Alors c'est relatif aussi à la quantité. Voilà. Mais si vous prenez un petit expresso le matin, je pense pas quand même qu'il y ait un souci direct. Le mieux serait finalement, non, on va pas tomber dans de limiter en tout cas, de bien limiter et même d'éviter, parce qu'il
un moyen de boire autre chose et avec la même saveur de Bien toute sûr. façon. On va passer au 3e mois de grossesse. C'est souvent le moment, pendant tout le premier trimestre, le plus fréquent où il y a des nausées, des vomissements. Comment on peut les éviter ? Qu'est-ce que vous avez comme astuce dans notre alimentation peut-être pour nous y aider ? Alors, des astuces toutes simples. Déjà, le fait de manger avec peu d'odeur et des saveurs assez neutres. Ça va être quand même assez important. Il y a aussi le fait de boire de l'eau gazeuse qui va limiter les nausées. Le fait de boire de l'eau avec quelques gouttes de jus de citron, des infusions de gingembre aussi. Tout ça, ce sont des astuces pour limiter. C'est pas magique, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de nausées, c'est pas parce que elle va prendre une infusion de gingembre que ça va être ça peut soulager. Ça peut aider. Fractionner l'alimentation aussi, manger que des petites portions. Faites 9 repas mais petits. Tout petits. Bon, 9 c'est peut-être un peu non mais en tout cas pas des gros exagéré. repas. Voilà. On va passer au 2e trimestre. Une femme enceinte a besoin, selon vous, de beaucoup d'aliments riches en iode. Oui. Alors pourquoi ? Et ça veut dire qu'on peut y aller donc sur les produits de la mer ? Alors, de l'iode, il n'y en a pas que dans les produits de la mer, même s'il y en a dans les produits de la mer, il y en a aussi dans les produits laitiers, il y en a dans l'œuf, il y en a dans la volaille, donc il y a d'autres aliments qui sont source d'iode. Ensuite, y aller sur les produits de la mer. Oui, moi je ne suis pas contre les produits de la mer à partir du moment où on fait attention à la fraîcheur, à partir du moment où on les cuit bien. À ce moment-là, il n'y a aucun danger. Après, y aller... Donc, on ne va pas aller sur les huîtres, hein. Ça, c'est pas possible. Si elles sont cuites, oui, si elles sont cuites, si. Oui. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai mis une recette d'huîtres cuites. C'est parce que la cuisson change tout, en fait. Mais les plateaux de fruits de mer, tout ça cru, non, parce que là, c'est cru. Il y a des risques. Là, il y a des risques. Oui. Mais cuit, il n'y a aucun souci. Et l'iode aide à faire fonctionner la thyroïde. Et la thyroïde est essentielle pour la santé mentale du bébé. Et au second trimestre, il y a toute la matière grise qui se développe et on doit vraiment orienter l'alimentation vers les besoins du cerveau qui est en développement. Allez, on va passer au 6e mois. On a parfois des crampes qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on peut manger pour les éviter ? Alors, en priorité, ce sera déjà bien boire sur la journée. Ça va être très très important. Avoir une activité physique. Au niveau de quoi manger, ça va être surtout des aliments qui vont être riches en magnésium. Donc le chocolat, c'est déjà pas mal finalement. Et ça peut être low carb s'il est choisi noir. Ah oui, donc il n'y a pas trop de sucre. Donc il n'y a pas trop de sucre, c'est parfait. Après, il y a tout ce qui est oléagineux, amandes, noisettes, toute la famille des noix. De toute façon, je crois que ça c'est bon pour tout le monde. Hein, oui, ces aliments-là, ça, c'est bon. vraiment. Oui. Ouais. Alors, on arrive tout de suite dans la dernière ligne droite, le dernier trimestre. Et là, vous dites qu'il faut manger encore plus de protéines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bébé prend beaucoup de poids. Il y a ces tissus qui se construisent à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là, qui se développent véritablement, qui prennent en volume à ce moment-là. La maman aussi, avec le ventre qui s'arrondit, il y a un besoin de matière, de construction. À ce moment-là, voilà. Ça s'épaissit. Et puis, les protéines sont la matière de construction finalement des tissus. Vous parlez des protéines animales uniquement ou pas seulement ? Ah non, ça peut être végétal. Parce qu'après, si la maman est végétarienne, voire végétalienne, on va trouver des protéines dans les végétaux. À ce moment-là, le low carb, le fait d'associer low carb et besoin en protéines élevées, ça va poser quelques petits soucis. Il va falloir c'est possible, mais il va falloir bien le cadrer avec un professionnel de la santé. Mais on peut avoir des protéines végétales, tout à fait. Dans votre livre, vous conseillez un bouillon d'os par semaine. Comment on fait ce bouillon et c'est quoi son utilité pour la santé de ces femmes ? Le bouillon d'os, en fait, ça se fait. C'est assez long à faire. Il faut du temps. C'est pas dur, mais c'est long. On fait cuire une carcasse de poulet. Si on est au 3e trimestre, on a un peu plus de temps. Voilà, oui. On profite d'une journée à la maison pour faire cuire pendant 9 heures une carcasse de poulet avec quelques légumes ou pendant 24 heures pour le bœuf. Donc la carcasse de poulet, c'est plus facile. Après, ça peut s'acheter déjà fait. Mais alors là, attention, parce que c'est du bouillon d'os. Donc attention vraiment à l'origine. Il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire. Et c'est quoi l'intérêt ? Alors l'intérêt, c'est que ça apporte du collagène, de la glutamine, de la glycine qui vont favoriser la digestion, qui vont avoir un impact positif au niveau digestif, ce qui est très intéressant au 3e trimestre. Il va y avoir un intérêt aussi du collagène et de la vitamine B3 qu'on retrouve fortement dans ce bouillon pour la peau de la maman, la peau du bébé à venir. Il y a tout un tas de vitamines et de minéraux en fait
c'est extrêmement riche nutritionnellement et c'est en ça que c'est intéressant, c'est très complet. Alors on a une question de Bruno sur Instagram, il dit: j'ai entendu que l'alimentation de la femme avant la grossesse pouvait influencer le sexe de l'enfant à venir. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que je dois manger pour avoir une fille? C'est pas vous, c'est madame, je crois, qui en doit manger. réalité, j'en ai parlé dans le livre. Oui, c'est pas lui qui doit manger. Oui, c'est pas lui, c'est sa femme. Ce serait plutôt un régime hypocalorique. Apparemment, c'est-à-dire un régime très très faible en calories avant la grossesse. Alors, ça c'est pour avoir une fille. Hein. Oui, ce sont des chercheurs d'Oxford qui ont mis ça en avant. Ils ont travaillé conjointement avec une autre équipe. J'ai oublié le nom de l'autre université. Mais voilà. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée. Ouais, franchement, je sais pas. Je crois honnêtement qu'il n'y a pas très peu de preuves scientifiques, mais voilà, bon. Mais même moi, je l'ai testé. Alors franchement, si ça vous fait plaisir, bah oui, j'ai eu une fille. Quand je voulais une fille, j'ai eu une fille. Et vous avez fait un petit régime avant? Mais j'ai fait le régime qu'il fallait pour avoir des filles, même si je n'y croyais pas du tout. Ça m'a amusé. Vous avez mangé quoi? J'avais une chance sur 2, Julia, donc ça a fonctionné, mais voilà. Vous y croyez pas. Oui, pas de preuves. Même moi, j'ai partagé cette étude parce qu'elle est faite et parce que c'est toujours sympa d'avoir des infos comme ça. Puis c'est des infos que beaucoup de mamans recherchent. Bah oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si on peut y attribuer. Les scientifiques sont très faibles, je vous le confirme. Merci beaucoup Magali pour tous vos conseils. On a bien compris que l'on peut se nourrir sainement quand on est enceinte, sans oublier le plaisir, bien sûr. Et puis, il y a pas mal d'astuces dans l'assiette justement pour éviter les désagréments principaux liés à la grossesse. Merci beaucoup pour cet entretien. Oui, merci à vous. À présent, Mélanie, on va se lancer dans notre partie tendance. Il y aura d'abord de la gastronomie avec Sophie Menu. Elle va nous apprendre ce midi à préparer le meilleur club sandwich. Je suis pas sûre que ce soit low carb. Du bon et du rapide en cuisine, moi ça me va. Ensuite, le docteur Aurène Marco, notre docteur beauty, nous propose un éclairage sur une tendance beauté étonnante, l'abdominal etching, ou comment se dessiner des abdos sans effort grâce au bistouri. Et enfin, notre coach Jean-Marc Delorme sera également de la partie. Il va nous donner ses meilleurs conseils d'experts pour faire du sport dans le froid cette saison et on va vous détailler tout ça sur Europe 1.